Salut à tous, bienvenue sur la matinale de HDR et Principe Actif. Bienvenue dans les studios. Aujourd'hui, on a plusieurs invités et puis on va parler sport et mois des fiertés principalement. Mais il y aura aussi un petit peu de nourriture et de bonnes choses, du partage. C'est un peu le rendez-vous du mix des cultures. Enfin voilà, là on est totalement dedans ce matin. Là, on peut pas être plus dedans. Et donc on va ouvrir un peu cette matinale avec ce match hier soir où on avait l'ami JC, le spécialiste du sport, qui allait faire un tour en fait sur les Hauts de Rouen, voilà, pour une ambiance festive. On va écouter un petit peu ce qui s'est passé. Hier soir, les habitants des Hauts de Rouen ont pu suivre le match France-Sénégal sur un écran géant installé par la ville de Rouen. Avant le coup d'envoi, des animations sportives étaient proposées aux enfants dans une ambiance conviviale. Sur le terrain, les Sénégalais ont réalisé une très bonne première mi-temps. Ils ont même manqué deux grosses occasions qui auraient pu leur permettre de prendre l'avantage. Mais au retour des vestiaires, les Bleus ont réagi. Ils ont pris le contrôle de la rencontre et se sont finalement imposés 3-1. Une belle victoire pour l'équipe de France qui lance idéalement sa Coupe du Monde. Et derrière cette soirée festive organisée sur les Hauts de Rouen, il y a la volonté de faire vivre le sport au plus près des habitants. Nous avons rencontré lors de cet événement Caroline Mendy, conseillère municipale chargée des sports à Rouen. Elle a participé à l'organisation de cette retransmission et des animations proposées au public. Elle nous en parle un peu plus. Quand on a été élu du coup fin mars, lors de mes premières rencontres avec les agents de la direction de la vie sportive à Rouen, le directeur Smaïn Benadi m'a directement parlé de ce projet qu'il voulait mettre en place une retransmission dans les Hauts-de-Rouen et ça me semblait vraiment important de le faire ici parce qu'il faut montrer qu'on a envie de mettre en place des événements dans toute la ville, pas qu'au centre-ville, et il se passe des choses dans les Hauts-de-Rouen. On a aussi une volonté et les habitants veulent qu'il se passe des événements, donc directement moi j'ai dit oui, let's go, on y va, on le fait. Donc après ça a été accepté par le maire, ça a été validé par la préfecture, on est très contents. Donc il y a la jauge des 1500. On ne pouvait pas faire plus, c'est toujours plus compliqué. Et là, on aurait eu plus de freins, on va dire, sur cet événement. Donc là, avec les animations l'après-midi pour les écoles, toutes les associations qui participent, qui sont du secteur, nous, ça nous fait vraiment plaisir pour la ville. On est vraiment heureux. Et c'était donc très très chouette du coup de voir cette liesse populaire sur les Hauts-de-Rouen avec bien sûr le sport qui fédère et puis l'ami JC qui est toujours là en fait lui pour nous faire des petits comptes rendus. Donc victoire de la France 3-1 et puis donc ça se poursuit aujourd'hui. On aura Portugal et République démocratique du Congo et puis Angleterre-Croatie. Dans la nuit ce sera Ghana-Panama. Voilà, n'hésitez pas à retrouver tout le programme de cette Coupe du Monde de foot 2026. On le disait au début de la matinale du Pire reste à venir, on va également parler du mois des fiertés, le mois de juin, le mois des Prides. Et donc le mois des Prides, qu'est-ce que c'est ? On va faire un petit point aussi parce que c'est important de se rappeler comment c'est né. Eh bien, en fait, en étant exaspéré des violences policières systémiques contre la communauté LGBTQIA+, lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, asexuels, des personnes queer s'étaient révoltées contre la police de New York la nuit du 28 juin 1969. S'ensuivront une semaine de manifestations et révoltes, et puis l'année suivante a été organisée à la même date la première marche des fiertés en mémoire de ces émeutes, les émeutes de Stonewall. En France, la marche des fiertés, la première commémorant ces émeutes, est arrivée à Paris en 1979. D'abord, la communauté queer française avait investi l'espace public pour d'autres manifestations, comme celle du 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ou encore la journée du 1er mai, la fête des travailleuses. Et puis la première marche indépendante homosexuelle française s'est tenue en 1977. En 1979 sera organisée la marche des fiertés telle qu'on la connaît aujourd'hui. Puis les prides se répondront dans le reste de la France seulement à partir de 1994.
Voilà, donc c'est important aussi de revenir sur l'histoire de ces luttes et puis on parlera un peu plus dans cette matinale de ce qui va se passer puisque la Pride de Rouen, ça sera ce week-end, ce samedi 20 juin, avec tout un programme. Ça va être l'heure du premier son de cette matinale du pire reste à venir avec un son emblématique de la communauté gay mais remixé, voilà. On part sur Small Town Boy, Bronski Beat. You leave in the morning with everything holding a little black haze. Alone on a path on the wind and the rain on a sad and lonely face. Mother will never understand why you had to leave. But the answers you seek will never
Zoltan Boy, Bronski Beat sur HDR pour la matinale. On va donc continuer à parler de la Pride de Rouen qui aura lieu ce samedi 20 juin. Et là, on va faire un petit topo de qu'est-ce qu'on va y trouver sur place. Alors, le Village des Fiertés va ouvrir dès 11h au Square Verdrel. Parmi les différentes assos, une quinzaine qui seront présentes, il y aura AIDS Rouen, Amnesty International, ENIPS, le collectif Paillette, on les avait eus sur Queer Station d'ailleurs, Ludi Queer, le groupe d'action féministe, l'OST Rouen, l'organisation de solidarité trans, très important. On aura le planning familial, le refuge aussi pour les jeunes LGBT QIA+, qui sont mis à la porte de chez eux. C'est important de les soutenir. SOS Homophobie, le syndicat des avocats de France ou encore les Amis de Bonneuil. Voilà tout ce qu'il faut pour prendre des informations. Il ne faudra pas hésiter, que vous soyez personne concernée, que vous soyez allié, que vous soyez juste curieux. Ce sera le moment sur le Square Verdrel le samedi 20 pour aller chercher toutes vos différentes infos. Pour se parer, pour ceux qui auront prévu de participer à la marche qui aura lieu à partir de 14h, et bien avant ça, on aura un petit atelier paillettes, un atelier pancarte, et puis des boutiques avec des goodies, des drapeaux ou autres badges. Voilà, histoire d'afficher ses identités, sa solidarité, son adelphité. C'est important, et puis ça permet de soutenir les différentes associations dont on a parlé. La marche des fiertés de Rouen, c'est aussi une marche hyper accessible, et ça, c'est très important de le dire. Il y aura un véhicule PMR qui sera présent. L'année dernière, c'était le petit train de la ville, donc c'était super sympa. Bon, les enfants avaient adoré, parce que oui, c'est aussi familial, au-delà d'être inclusif. Et puis donc, il y aura également un dispositif de secours par la Croix-Rouge, parce que s'il fait très chaud ou quoi, ça peut être rassurant aussi de se dire qu'on est accompagné. Il y aura également donc des drapeaux géants, le drapeau trans et le drapeau arc-en-ciel. Donc là aussi, c'est plutôt festif et un peu sympathique. Donc ça va être haut en couleur pour cette marche des fiertés. Sur le village des associations de cette Pride de Rouen, on aura vraiment des animations, mais alors jusqu'au soir, puisqu'il y aura des concerts en clôture. Mais on y reviendra. Ça va commencer avec des discussions sur la législation du travail du sexe, la fanfare drague, le chant des sirènes qui déambulera dans le village des fiertés, un show drague avec Délice d'Orgie, Dame, Yemaya et Lexa. De 14h à 16h, le rappeur Lee se produira sur le char de la Pride. On écoutera un de ses sons tout à l'heure parce que voilà, ça va vous donner encore plus envie d'y participer. On aura également un orchestre karaoké en fin d'après-midi. Donc voilà, vraiment pas mal d'animations sur toute cette journée. On a pas mal parlé aussi donc de l'OST ou encore du drapeau trans qui sera présent parce que actuellement c'est quand même ce qui est le plus compliqué dans la communauté LGBT, là où les discriminations et où la haine, l'expression de la haine est la plus forte, c'est auprès de la communauté trans. Et donc on va pouvoir un peu en savoir plus sur cette communauté, sur ce que c'est que de découvrir la transidentité d'un de ses proches. Et donc c'est Flore qui est allée rencontrer Fierté Colorée, les organisateurs de cette Pride de Rouen 2026, et puis qui allait recueillir un témoignage, comme toujours avec les mamans parlent aux mamans. Et ben franchement, on va encore avoir grave de l'info, et c'est tout de suite écouter ça, super intéressant. Radio Alter. Ici, Radio Alter. Les mamans parlent aux mamans. Les mamans parlent aux mamans. et tout d'abord, quelques messages personnels. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique des mamans parlent aux mamans. La transidentité fait souvent l'objet de débats et d'idées reçues. Parmi elles, l'idée qu'il s'agirait d'un effet de mode ou d'une influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Si les spécialistes reconnaissent que des situations de regret existent, elles restent rares. La plupart des personnes trans décrivent au contraire un sentiment profond et durable de décalage entre leur identité et le sexe qui leur a été assigné à la naissance. Beaucoup racontent avoir eu l'impression de jouer un rôle, de porter un masque ou de vivre dans un corps qui ne correspondait pas à ce qu'elles ressentaient au fond d'elles-mêmes. Pour elles, la transition n'est pas une décision prise à la légère, mais une façon de vivre enfin en accord avec leur identité. Lorsqu'un enfant annonce sa transidentité, c'est aussi un bouleversement pour sa famille. Certains parents ont besoin de temps, non pas parce qu'ils aiment moins leur enfant, mais parce qu'ils doivent parfois renoncer à l'image qu'ils s'étaient construite de son avenir. Les psychologues parlent parfois
du deuil de l'enfant rêvé. Non pas le deuil de l'enfant lui-même, qui est toujours là, mais celui des projections et des scénarios imaginés pour lui. On observe aussi que certains pères peuvent vivre cette annonce plus difficilement, souvent parce qu'ils ont grandi dans des générations où les rôles féminins et masculins étaient davantage codifiés. Pour eux, accepter qu'un enfant ne corresponde pas à ses repères peut demander un temps d'adaptation. Cela ne signifie pas un manque d'amour, mais parfois un cheminement plus long pour comprendre et accepter une réalité qu'ils connaissent peu. Et puis, lorsque ce chemin est parcouru ensemble, certaines familles découvrent un enfant plus heureux, plus serein et plus épanoui. C'est ce qu'a vécu la maman de Danae. Danae est née garçon. Pendant longtemps, elle était un enfant réservé, mal dans sa peau et en souffrance. Puis est venu le moment du coming out. Pour sa maman, cette annonce n'a pas été une perte, mais une révélation. Elle a vu son enfant s'épanouir et devenir une jeune femme heureuse, rayonnante et pleinement elle-même. Aujourd'hui, elle le dit sans hésiter. Danae est la femme qu'elle admire le plus. Voici le témoignage de la maman de Danae. Je trouve son prénom merveilleux, je trouve qu'il lui va parfaitement. C'est une évidence, j'ai pas douté une seule seconde quand elle me l'a annoncé. Mais d'ailleurs, il y a eu un long moment où elle avait pas son prénom. Elle était pas sûre. Il y a eu quelques mois où on pouvait plus utiliser son ancien prénom masculin parce que c'était douloureux pour elle. Donc on l'avait oublié, on l'appelait Chérie. C'est ce qu'on appelle un dead name, c'est-à-dire que le prénom que nous avons donné à nos enfants à la naissance, ce prénom, en fait, il est attaché à quelque chose qui est très douloureux. C'est vraiment une identité, ça ne leur correspond pas. Ça a été un soulagement. Et de suite, bah oui, évidemment, c'était ça. L'acceptation, elle a été immédiate pour moi en tout cas, mais il y a aussi ce moment de peur de se dire comment mon enfant va trouver sa place dans la société telle que je la connais. C'est-à-dire qu'il y a une société qui n'est pas particulièrement tendre avec les gens différents quels qu'ils soient. Dans les premiers temps, en fait, j'étais assez terrorisée parce que j'avais peur pour elle, quoi. Vraiment pour sa sécurité, pour son insertion professionnelle, pour sa capacité à trouver l'amour aussi en tant que personne trans. Donc voilà, ça c'est la première réaction. Au sein d'une même famille, elles peuvent être très différentes. Nous, on a eu beaucoup de chance que tout le monde a fait front, en quelque sorte, en se disant « Allez, on y va, c'est son combat, mais ça va être aussi le nôtre ». Ma fille a un papa. Pour lui, ça a été plus difficile à admettre. Il n'y a pas eu de rejet ou de violence, mais par contre, ça lui a mis un gros coup sur la tête et il lui a fallu des mois et des mois pour arriver à sortir d'une sorte de mutisme dans lequel il se trouvait. J'ai pas eu le sentiment du tout de devoir faire le deuil au fil de la transition. Je me suis rendu compte que son genre n'avait que très peu d'importance dans sa personnalité. C'est les détails qu'on veut bien accepter ou pas parce que ce sont des stéréotypes. Je parle de la façon dont on peut s'habiller, etc. Mais ma fille n'a pas changé dans qui elle est à l'intérieur de ce corps. C'est juste quelqu'un qui est beaucoup plus heureuse. J'ai le souvenir d'avoir mégenré Danae un peu au début. Je patinais un peu. Son ancien prénom est ressorti quelques fois. Bon, chaque fois c'était un drame terrible pour elle, donc moi je m'en voulais terriblement. Aujourd'hui, avec le recul, je peux voir qu'il y avait une convergence de faisceaux, on va dire, qui éclairait une vérité. C'est pas que je ne voulais pas la voir, c'est qu'en fait je ne pouvais pas la voir parce que j'étais pas informée. La transidentité, j'en avais une image, mais qui était très loin de ma vie en fait. Il y avait une fois, on s'était amusé à se déguiser, bon, elle avait voulu porter ma robe et les chaussures et se maquiller, oui, ok. Mais après, c'est des stéréotypes de genre, mais c'est vrai qu'elle était entourée, petite, que de petites filles, à un âge où on sait que les groupes se forment beaucoup avec les personnes du même sexe. Mais il y avait des réflexions qui étaient assez dures de la part de mon ex. Elle savait qu'avec moi, ça irait, mais je pense qu'elle a quand même attendu d'être vraiment hyper sûre pour me le dire. Je me souviens très bien de l'avoir arrivée. Elle me dit « Bon, t'as remarqué qu'en ce moment, au niveau vestimentaire, tout ça, il y a des choses qui changent ?» Oui. Puis elle me dit « Bon, bah, je suis en train de réfléchir. En fait, ce qui fait que je suis pas bien, ce soit le fait que je suis une femme et je suis pas dans le bon corps. » Et j'ai dit « Bah, écoute, il faut mener cette réflexion au bout. Comment on peut t'aider? Est-ce que t'as envie d'aller consulter quelqu'un ?» Ça a été de suite ce que j'ai dit. 15 jours après, revoilà ma chippie qui vient me voir et qui me dit « C'est sûr, et maintenant, faut que ça aille vite. Parce que je peux pas rester comme ça. » Et on l'a aidée comme on pouvait à partir de là. Elle avait presque 18 ans. Elle a 24 ans. Ça a commencé par ce premier coming out là, le jour où effectivement elle devait avoir 16
Et là, elle m'a dit, bah, en fait, je me sens attirée par les garçons. Mais elle n'a pas réussi à être heureuse dans cette sexualité-là parce que elle y allait avec son corps de garçon. Alors que tout ce qu'elle avait envie, c'était d'une relation hétéro, en fait. Dès que les hormones ont fait le maximum de leur effet, elle s'est inscrite pour avoir une vaginoplastie. À l'époque, on habitait encore à Marseille. On est allé faire cette opération à Rennes, où un service venait de s'ouvrir. Il n'y a pas tant de services que ça en France. Dans le public, c'était à 100% remboursé. Elle voulait que ça aille très très vite et on sentait que c'était la condition de son bonheur et je dirais même de sa survie. Il y a une question de vie ou de mort, vraiment. Ces jeunes, ils sont prisonniers de quelque chose qui peut vraiment les anéantir complètement. C'est pas en les mettant sous antidépresseurs qu'on va résoudre leurs problèmes. Il y a des personnes en transition pour qui le fait d'être appelé par notre prénom, de pouvoir agir librement en étant en accord avec leur identité de genre, ça va suffire. Et puis il y a d'autres personnes comme Danae où là vraiment il fallait absolument se débarrasser de tout ce qui n'allait pas dans son corps. Elle se sentait vraiment dans un déguisement. Elle a eu beaucoup de chance dans sa vie amoureuse. À partir du moment où elle a parlé de sa transidentité, elle a eu une longue histoire d'amour avec quelqu'un qui l'a accompagnée tout le long de sa démarche. Avant la vaginoplastie, ils étaient en couple, l'opération a eu lieu, donc c'est des mois difficiles, et ils se sont retrouvés avec ce nouveau corps et une nouvelle sexualité, et c'était toujours aussi bien. Pour moi, c'est la femme la plus incroyable du monde. C'est toujours la même personne, c'est mon enfant. Ça n'a jamais changé. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis maman d'une fille qui est heureuse, qui est bien dans sa peau. Et c'est très touchant de voir ce témoignage au micro de Flore, les mamans parlent aux mamans. Et là, effectivement, c'est ces deux mamans qui se sont rencontrées. On sent cette émotion dans cette interview. Voilà, on a vu des sourires aussi en plateau ce matin. Du coup, Naïm, c'est quoi un peu, toi, ta réaction face à cette histoire là qui nous a été racontée au micro de Flore? J'ai envie de te dire bonjour à tous, bonjour à tous. Très agréablement surpris et à la fois content que la transition se passe aussi bien, que la maman accepte, qu'elle soit aussi bienveillante. Maintenant, et tu connais le sujet aussi bien que moi, si on veut être honnête, bah c'est pas souvent le cas, quoi. C'est pas souvent le cas parce que c'est des choses nouvelles, c'est des choses qui sont mais la plupart du temps cachées, donc c'est toujours agréable d'entendre ce genre d'histoire parce que ça encourage à dire les choses et à se reconnaître. Alors, je souhaite que tous les personnes puissent avoir ce genre d'ouverture d'esprit, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Oui, c'est vrai qu'il y a du travail à faire. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la transidentité, du coup, peut cristalliser des levées de boucliers, des personnes voilà, qui sont pas prêtes à voir les choses évoluer. C'est un peu comme ce qu'on vivait quand on était gay ou lesbienne, finalement, dans les années 80, 90. Il y a eu un peu un transfert. Et là, je regarde un peu Michel sur le plateau. Est-ce que tu sens ce transfert un peu où aujourd'hui être une personne trans c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué et là où il y a eu une banalisation sur l'homosexualité, c'est absolument pas le cas sur la transidentité aujourd'hui. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, alors je pense que tu fais une analyse qui est juste, mais qui est juste sur sur le plan politique. Parce que quand on voit les mouvements réactionnaires américains, par exemple autour de Trump, où ils s'attaquent de manière extrêmement frontale, à la transidentité. Ensuite, quand on voit la montée, ne serait-ce qu'en France, des agressions homophobes, donc contre les gays et les lesbiennes, en même temps, je pense qu'on le dit plus, c'est-à-dire que les gens qui se font agresser vont plus porter plainte qu'avant. Donc c'est pour ça aussi que les statistiques augmentent et pour ça c'est tant mieux. Mais effectivement, il y a vraiment une cristallisation politique contre les personnes trans, tout à fait. Et surtout que parmi les personnes trans, il y a aussi beaucoup de j'allais dire, de différences, dans le sens où vous allez avoir des personnes trans qui vont souhaiter se faire opérer, comme on l'a entendu dans le reportage, certaines personnes qui ne vont pas souhaiter se faire opérer, aussi des personnes, par exemple,
exemple des garçons trans. Moi, quand j'ai beaucoup voyagé à Berlin dans les années 90, où il y avait déjà ouvertement beaucoup de garçons trans qui étaient là. Et je dirais, je conclurai là-dessus, ce qui est très intéressant, il faut s'intéresser à quelqu'un qui s'appelle Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld, c'est quelqu'un qui, alors c'est de l'histoire parce que il est décédé en 1935 à Nice. C'était un médecin juif allemand et c'est le premier à avoir ouvert un institut de sexologie où les personnes qui pouvaient être gays, lesbiennes, trans, pouvaient venir y trouver refuge. Et il luttait contre la pénalisation de l'homosexualité et contre un fameux paragraphe qui était en Allemagne, le paragraphe 175. Donc voilà, donc je pense que c'est dans ce que tu dis, donc je pense qu'on n'en est qu'au début du combat. Oui. C'est vrai qu'il y a eu un moment d'arrêt au moment de la montée du fascisme, mais pendant les années folles, on a vu des premiers pas finalement se faire. On a l'impression qu'on réinvente tout aujourd'hui, mais non, il y a eu un gros coup d'arrêt. Et effectivement, merci à ce psychiatre parce que voilà, il faisait des dérogations pour que des femmes dites lesbiennes, mais qui étaient plutôt dans une transidentité masculine, puissent porter le pantalon, etc. Enfin voilà, il y a eu vraiment ce truc d'autorisation. Il faisait des certificats médicaux qu'elle puisse présenter quand elle se faisait contrôler par la police. Voilà, donc ça a l'air un petit peu quasiment ubuesque, mais c'était vraiment ce qu'il faisait. Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que fut un temps, une femme n'avait pas le droit de porter le pantalon. Absolument. En France, une femme et je dirais même pour les femmes jusque dans les années, je crois que c'est au début, j'ai plus la date exacte, mais jusqu'au milieu des années 60, une femme mariée ne pouvait pas avoir son chéquier toute seule. Il fallait qu'elle demande l'autorisation de son mari. 1964. Oui, et puis le pantalon, on a pu commencer à le porter, mais c'est resté longtemps dans la loi, en fait. C'est-à-dire que bien sûr. C'est resté très longtemps dans la loi, cette histoire. Et puis, du coup, c'est aussi l'occasion, cette antenne, est de parler du mois des fiertés, parce que c'est vrai qu'on a fait un focus sur la transidentité, mais on meurt toujours d'être gay. On pense à Noam, du coup, qui a été victime d'un meurtre homophobe. Là aussi, en fait, c'est pas derrière nous. Donc, cette marche des fiertés, elle est nécessaire. On aura d'ailleurs une part belle aux artistes, du coup, que ce soit sur le char ou en fin de soirée. Ça va être le moment de passer à notre deuxième son de cette matinale avec le rappeur trans Lee et son refrain. Juste avec mes mots, je pourrais niquer ta mif. Je croyais que c'était ça d'être un homme, mais sans alcool ni kétamine. Gratter mon expérience, je le fais assez souvent. Mots sur les mots, quand j'étais môme, quand je pleurais sous le vent. Je fais de feu et de soulèvement, de juste un peu de ces gens. Bien trop de peine ici, je partirais vers une péninsule. 4 ans que je ferme plus les yeux, bientôt je ferme plus ma gueule aussi. Parce que je parlais qu'avec des signes, mais pas besoin de décrypter ceci. Comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami? Je peux faire danser personne sur ce que je vis, parce que je vois le monde comme un navire, mais je crois que cette vie n'est qu'un rallye. Donc, comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami? Mon ami. Parce que je vois le monde comme un navire, mais je crois que cette vie n'est qu'un rallye. Donc, comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami? J'écris, j'ai le cœur lourd comme si je rentrais du Nouveau-Mexique ou que je rêvais d'être un mec. Si le rêve c'est juste de rendre à ma mère tout ce qu'elle a investi sur moi, et je le ferai sûrement. Pour l'instant je tape mon moi, mon ça, mon sur moi. C'est surfait d'être heureux, c'est sur fond de jazz que je rappe. C'est tout ce que je sais faire de mieux, c'est tout ce qui fait que moi c'est moi. Et que je serai jamais eux, et que je serai jamais de ceux qui soutiendront les trous du cul en costard du gouvernement. Mais je peux pas prendre le trône, je gouverne même pas mes propres pensées. J'avais trop mal au cœur, donc un jour j'ai appris à chanter. Je voulais juste pas qu'ils souffrent, donc moi j'ai cru que je pouvais les changer. Mais ils voulaient pas changer. Maintenant je m'en bats les couilles, c'est mon entourage que j'ai changé. Depuis je fais que de me demander comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami. Et je bloquerai ton numéro, et je casserai ma puce, et je partirai loin, et je regarderai vers le haut, et je verrai que rien ne comprend.
poids de tous mes mots. Je veux faire des chansons joyeuses, mais je ne peux pas. C'est ma souffrance sur un tel tempo. Ne pas tasser mon cœur dans un terre de peu. Je veux partir là où personne ne me connaît. Rêver de nous, rêver de penser sans pleurer. Rêver d'un monde où mes refrains sont pleins de soleil. Je suis une étoile qui s'est perdue dans le ciel. Depuis je fais que de me demander comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami. Je ne vois aucun rappeur comme moi à la télévision. Je pleure derrière ma visière. Regarde maman, ton fils hier. Si je dois rapper sur tonnes de larmes, je les utilise comme tonnes de balles sans poser trop de questions. Ils aiment pas trop les gens comme moi, mais m'écoutent dans le casque audio. Regarde maman, c'est odieux. Tant pis si je n'ai que des larmes à donner à mes auditeurs. Je crois que je connais ma mission, donc je poserai plus la question. Comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami. Et je bloquerai ton numéro, et je casserai ma puce, et je partirai loin, et je regarderai vers le haut, et je verrai que rien ne comprend ma douleur, le poids de tous mes mots. Je veux faire des chansons joyeuses, mais je ne peux pas. C'est ma souffrance sur un tel tempo. Ne pas tasser mon cœur dans un terre de peu. Ah ouais. Et c'était le rappeur Lee qui sera donc sur le char de la marche des fiertés de Rouen ce samedi 20 juin, départ de la marche 14h, square Verdrel. Voilà, vous êtes dans la matinale de Principe Actif et HDR. Et donc avant de parler basket avec Naïm et Lorenzo, eh bien on va lier un peu nos deux sujets de ce matin. On va parler sport et personnes LGBTQIA+, avec Michel qui nous a préparé une chouette chronique. Et c'est parti, on a hâte d'entendre ça. Alors chouette, je vais essayer vraiment d'être chouette. Alors moi je vais vous parler boxe à travers principalement Oscar Bonifacino. C'est un boxeur professionnel qui a fait son coming out là il y a juste quelques mois. Mais est-ce que ça vous dit aussi qu'on remonte un petit peu le temps? Est-ce que y a-t-il quelqu'un dans le studio? Vas-y, avec plaisir Michel. On va remonter un petit peu le temps. Alors, je vais vous parler d'Alfonso Teofilo Brown, mieux connu sous le nom de Panama Al Brown, boxeur panaméen né le 5 juillet 1902 à Colonne et mort de la tuberculose dans une grande misère. Ça, c'était le 11 avril 1951 à Staten Island, à New York précisément. Alors, c'est le premier champion du monde de boxe anglaise d'origine hispanique. Et Panama Al Brown est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs boxeurs ayant évolué dans sa catégorie des poids coqs. Poids coqs, qui connaît le poids des poids coqs? Là, j'avoue, je connais pas. Je connais 3, poids léger, 2, 1. poids moyen, poids lourd, mais poids coq. Alors, ça correspond aux 52-53 kilos. Ok. Alors, pour revenir à Panama Al Brown, en 1922, il devient donc le meilleur boxeur de sa catégorie dans tous les États-Unis. À cette époque, l'épicentre de la boxe anglaise aux USA est donc New York. Mais bloqué par l'ostracisme des organisateurs et dirigeants américains qui n'envisagent pas qu'un boxeur noir puisse être champion. Alors l'athlète panaméen, il va quitter Harlem pour partir en Europe et ça c'est en 1926. Panama Al Brown est une figure oubliée du Paris des années 1930 qui a subi les pires attaques parce qu'il était noir et homosexuel. Ses combats sont encore d'actualité et il est bon d'en parler. Il est rapidement tombé dans l'oubli et donc une biographie a été créée à partir des éléments que nous avons pu trouver. Et il y a des éléments restés dans l'ombre comme sa relation amoureuse avec le fameux poète Jean Cocteau. Ces mots que je viens de citer sont ceux d'Alex Inker, auteur de la magnifique BD Panama Al Brown, l'énigme de la force aux éditions Sarbacane, paru en 2017. Et ça, c'est un roman graphique que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site de la chaîne Arte. Panama Al Brown, le boxeur aux 160 combats professionnels avec 129 victoires à son palmarès. Ce qui n'est pas mal comme score. Pas mal, et attends, c'est pas fini. 59 avant la limite. Et maintenant, je vais vous parler de mon chouchou. Alors mon chouchou, c'est le boxeur le plus prometteur dans sa catégorie du moment. Et pour moi, c'est sans aucun doute l'Uruguayen Oscar Bonifacino. Il a tout pour devenir un grand boxeur. Son style, sa puissance, sa régularité, son âge et sa douleur. Sa douleur d'avoir été méprisé, battu, rejeté simplement parce qu'Oscar est gay. Gravement maltraité par son père à cause de son homosexualité, il va d'abord tenter de trouver une échappatoire vers le football. Et qu'est-ce qu'il faisait au foot à votre avis ?
La rage est si forte. Hein, Naïm, qu'est-ce qu'on fait? Attaquant? Oui, il était attaquant, mais parfois, il est, alors les plaies sont si fortes à l'intérieur de son âme donc à vif et qu'Oscar, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se bat sur la pelouse avec les joueurs adverses et insulte les arbitres, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et il suivra aussi les mauvais anges en dealant de la drogue. Et il en sera même blessé par balle au pied. Alors après cet épisode, il se sent bon à rien et comme beaucoup de personnes trans ou LGBT, il pense à une chose, au suicide, malheureusement. C'est pas ce qu'il va faire parce que sa tante va lui montrer un autre chemin, celui d'une salle de boxe. Celle d'un Barrios de Montevideo. Alors Barrios, pour nos auditeurs, c'est ce qu'on appelle un petit peu les banlieues des villes en Amérique du Sud. Donc celle d'un Barrios de Montevideo où se trouve une salle de boxe. Alors imaginez des sacs de frappe rafistolés, un coin où l'eau chaude n'est pas toujours au rendez-vous. Eh ben on se moque d'Oscar, son propre père en tête. Lui, un maricone, un PD, à la boxe. En plus, l'entraîneur est une femme. La boxe n'est pas pour les tapioles, ni une histoire de femme. Ça, ce sont les mots de son père. La boxe, alors Oscar la découvre à 17 ans, et elle devient son exutoire, un moyen de canaliser sa colère et de se reconstruire. Son coach est Elisabeth Cabrera, une ancienne boxeuse professionnelle. Et dès que je lui ai confié que j'étais gay, j'ai senti un poids disparaître, raconte Oscar. Aujourd'hui, il est âgé de 21 ans. L'âge idéal pour passer en professionnel et gagner ses combats. Sa boxe, elle est précise. La quasi-totalité de ses coups atteignent le visage, la mâchoire, les côtes, l'estomac ou mieux, le foie de ses adversaires. Il esquive les coups dans des rotations du corps aussi rapides et gracieuses qu'un danseur. Un peu à la Sugar Ray Leonard pour ceux qui connaissent. Il porte fièrement le rainbow flag, c'est-à-dire le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté, sur ses shorts lors de ses combats. Droitier, il double ses directs du gauche pour prendre la bonne distance, puis enchaîne en crochet, ponctuant ou percute en prenant bien appui sur ses jambes. Geste parfait. Alors il évolue chez les poids plumes. Les poids plumes, c'est donc combien? Attention, vous avez 3 secondes pour me répondre. 50, 55 kilos 53, 57. Alors, Laure, vous aviez presque bon, vous aviez presque bon. Alors, lors de son combat face à l'Argentin Carlos Alarcón, ça c'était le 24 janvier dernier, un combat prévu en 6 rounds de 3 minutes chacun. Oscar perd les 2 premiers. Il vacille même à la toute fin du deuxième où il sera compté. Alarcón veut garder sa ceinture. Oscar ne boxe pas face à un adversaire facile et il va devoir aller la chercher, sa victoire. C'est à ce moment-là que tout revient. Il sait Oscar qu'on ne doit rien lâcher. Et dès le début du 3e round, Oscar avance. C'est une pluie de directs, uppercuts et crochets qu'il abat sur son adversaire. Oscar accélère, garde son sang-froid, reste précis, observateur. Il peut compter sur son excellente condition physique. La condition physique, la clé pour gagner bien des combats en boxe. 12 secondes avant la fin de ce round, sur un crochet droit près du corps, Oscar envoie au tapis son opposant. Il va continuer à imposer ce même rythme dès la reprise suivante. Alarcón est débordé, acculé dans les cordes, sous un déluge de coups de poing. Il met à nouveau un genou à terre dès le début du round. Dans ses sursauts, il essaie de gagner des secondes, des répits en enlaçant Oscar, c'est-à-dire reposant sa tête sur l'épaule de son adversaire. Connaissez ça, le corps à corps, le fameux corps à corps en boxe. Pour se reposer. Histoire de prendre quelques secondes de repos. Mais c'est inefficace. Coincé dans un coin du ring, Alarcón prend trop de coups dans la tête. Oscar ne lâche pas. Alarcón ne parvient plus à monter sa garde. Il reste 18 secondes avant la fin de ce 4e round, mais l'arbitre arrête le combat sur un crochet au foie. Chaos technique. Je ne cherche pas seulement la victoire sur le ring, je veux ouvrir des voies, construire des chemins où personne n'aura à se cacher dans le sport à cause de son orientation sexuelle. Mon combat est pour la liberté d'être authentique, briser les préjugés, démontrer que la force est née du cœur. Que mon histoire inspire ceux qui rêvent de vivre sans crainte et ceux qui recherchent encore leur voie, a déclaré Oscar Bonifacino en interview. On ne joue jamais à la boxe. La boxe, c'est bien autre chose qu'un sport. Elle se suffit à elle-même, n'a besoin d'aucune justification pour exister. Elle est la boxe, point. Elle t'accueille tel que tu es, sans jugement, mais ne te donnera aucun traitement de faveur. Tu dois l'accepter avant de t'y engager. Les sociétés, particulièrement les patriarcales, ont la manie de classifier les personnes en 2 genres uniques. L'histoire d'Oscar et pour bien d'autres gays, lesbiennes, transgenres, non-binaires, bisexuels, mais aussi je rajouterais hétérosexuels, montre que pour vivre et non pas survivre, il est essentiel d'être soi-même. Il existe au moins 20 000 espèces d'abeilles différentes dans le monde. Nos sociétés devraient bien s'en inspirer. À très bientôt.
Merci Michel. C'est du coup une chronique géniale. En tout cas, on a pu entendre, on a pu comprendre aussi que bah voilà, le sport, qu'on soit gay, lesbienne, hétéro ou autre, bah on peut le pratiquer quand même en fait. Il faut oser. Et pour cette transition non associée, mais tout tournant aussi autour du sport, JC vous a souvent parlé pendant sa chronique du top HDR sportif, de HDR basket. Et depuis quelques jours, la radio HDR a accueilli un stagiaire en seconde venant d'un lycée de Rouen qui fait partie de ce club de basket. Donc nous allons pouvoir discuter avec lui, découvrir un peu ses passions et pourquoi il a décidé de s'engager dans le basket. Bonjour Lorenzo. Bonjour. Alors voilà, tu viens des Hauts-de-Rouen, tu es lycéen, tu fais ton stage de seconde, bah, comme tous les lycéens. Et là, l'idée, c'était que on te présente un peu ce matin, mais surtout qu'on présente le club HDR Basket. Du coup, peux-tu nous en dire quelques mots? Bah alors, le club de basket, bah, c'est un club qui date déjà de 20 ans, 30 ans, je crois. Attends. Alors, ouais, attends, parce qu'on t'entend. Voilà, petit problème technique. Petit problème désolé. technique. Allez, vas-y. Voilà. Bah, le club de basket, ça fait déjà maintenant quelques années qu'il y est. Il y a la coach Yas qui a repris il y a 3 ans, suite à des problèmes financiers, tout ça. Et là, du coup, on est en train de remonter tout ça. Il y a des choses qui sont faites et tout. Le but, c'est de faire remonter le club. On a des nouveaux affaires et tout qui arrivent, et voilà. Et dans l'envie de commencer, comment tu est venue l'idée de commencer dans le monde du basket? Parce que la plupart des jeunes de ton âge aiment bien plutôt le foot. Mon père, il en pratiquait quand il était au Congo. Et bah, des fois, je regardais des matchs, tout ça. Et puis, bah, un jour, je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Je me suis lancé et depuis ce jour-là, j'ai kiffé. Ça fait, je crois, j'avais 8 ans, 9 ans. Et j'ai toujours eu ce plaisir à jouer, à comprendre comment il fallait faire. Et en fait, bah, en grandissant et en regardant des vidéos, tout ça, je me suis rendu compte que c'est pas qu'un simple sport. Il y a aussi des maths, tout ça. Et j'aime bien réfléchir et tout. Comment faire pour gagner contre des joueurs plus forts, tout ça, et voilà. As-tu déjà joué justement des matchs officiels dans des compétitions? Oui. Des tournois, des détections aussi que j'ai fait. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, bah, y a beaucoup de choses à régler, c'est-à-dire comme la pression, le public qui te regarde, tes parents, l'envie de réussir. Et c'est tout ça qui me fait que bah, aujourd'hui j'aime encore ce sport-là. Parce que derrière ça, il se cache quelque chose. Et voilà. Et du coup, bah, la passion, ça vient depuis longtemps, mais le tir à 3 points, il est facile ou pas? Ah non, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Pour être un shooter à 3 points, déjà, faut s'entraîner à 2 points. C'est comme tout, c'est que du travail. Et bah, si tu veux être un bon shooter, faut tirer. C'est comme Stéphane Curé, il a mangé des shoots, plus de 2000, il a fait plus de 2000 tirs, je crois. Et voilà, non, c'est pas facile. Et on va continuer un peu à discuter avec toi, mais bah, Michel, il a parlé de boxe. Nous, on parle de basket. Et le basket, c'est souvent un sport collectif. Ouais. Ça veut dire qu'une personne qui a un peu le côté de jouer perso ne peut pas réussir. Bah oui, du coup, parce que ça peut freiner ton équipe. Surtout que c'est un jeu d'équipe. C'est-à-dire qu'on est 5. Donc si pendant un match tu joues un peu tout seul, ça va être compliqué, quoi. 4 contre 5, ça va être compliqué. Donc oui, il faut avoir cet esprit-là aussi d'équipe et pas penser qu'à soi. Ouais. Et comment ça se passe les entraînements justement au club HDRDO? C'est-à-dire que bah, du coup, on sait que bah, le club a eu des difficultés, mais qu'il est quand même là toujours présent. Qu'il y a une palette différente de personnes. Raconte-nous un peu la vie du club. Bah déjà, pour remercier la coach pour tout ce qu'elle fait pour nous. Elle est là du lundi au dimanche. Et des fois, c'est compliqué avec ses enfants, tout ça.
Et la vie au club, ce que je remarque comparé à d'autres clubs, c'est que nous, on a cet esprit famille. C'est-à-dire que t'es bienvenu, tout ça. Et il y a les entraînements. Par exemple, des fois, on peut s'entraîner avec les seniors. Quand on a des difficultés, on peut en parler à la coach. Elle va essayer d'y remédier à tout ça, trouver des solutions. Comme vous avez pu le voir, on fait des activités. Comme là, il y a eu ce week-end-là une kermesse entre guillemets pour les petits. Oui, c'est bien, vas-y, parle-nous-en. Ce qui consistait il y avait plein de jeux, morpion, puissance 4, tout ça. Et à la fin, tu remportais des points. Et il y avait plusieurs sortes de cadeaux, pistolet à eau et tout ça. Et le meilleur est remporté le meilleur cadeau. Et voilà. Et ben voilà. En tout cas, on va rappeler comment comment on peut s'inscrire, comment on peut venir découvrir. Pour s'inscrire, il faut venir directement au club, voir la coach. Il est où? Tu sais, moi je suis en béotien, je pose des questions très simples. Au de Rouen. Vous mettez, si vous ne trouvez pas, vous mettez Gymnase Villon. De toute façon, vous allez trouver. Et pour vous inscrire, faut venir directement au club. Vous contactez la coach. Elle fera passer des entraînements, elle vous dira tout. Il y aura des papiers à signer et après, voilà. En tout cas, les informations sont à retrouver aussi sur Internet, HDR Basket, c'est assez facile, ou leurs réseaux sociaux qui sont en train d'être rénovés, donc n'hésitez pas. Et comme a dit Lorenzo, Gymnase Villon, donc je vais faire aussi ce que je fais habituellement chaque mercredi matin, c'est-à-dire que vous prenez le T2 et vous vous arrêtez à l'arrêt Maison de l'Emploi. Ça sera même pas 5 minutes. On sent le côté hyper local. Hein. Là, vous avez toutes les infos. Franchement, vous ne pouvez pas vous gourer. Hein. Et on peut souligner quelque chose. Tu as bien dit que c'est une coach qui vous entraîne. C'est donc une femme qui vous, et vous gagnez vos combats. Enfin, vos combats. Voilà, je suis encore dans la boxe. Mais vous gagnez vos matchs. Ouais. Donc une femme qui entraîne des garçons, vous gagnez. C'est pas un problème. On est d'accord. Ça, je voulais vraiment le souligner. Oui, mais merci beaucoup d'avoir souligné du coup ce petit détail qui n'en est pas un. Et du coup, on va pouvoir donc on a un petit switch en plateau et donc on va pouvoir retrouver l'ami Jean-Charles, un autre sportif aguerri autour de ce plateau pour son moment sport. Salut Jean-Charles. Bonjour So, comment vas-tu? Eh ben ça va très bien, écoute hein. Et toi? Ça va, très mouvementé avec le match d'hier soir. J'ai cru comprendre, ouais. Alors aujourd'hui, on va parler du club Roi Saint-Pin FC. Je reçois Bamou. Diakité, excuse-moi. C'est le matin, on t'en veut pas. Le coordinateur du club. Nous allons parler d'un événement qui se passe ce week-end. Explique-nous un peu plus, Bamou. Alors cet événement, c'est un tournoi qui aura lieu le 20 et 21 juin. Oui, alors samedi et dimanche. C'est la Rouen Cup, c'est la 4e édition. Donc voilà, moi je prends le train en marche parce que je suis arrivé au mois de janvier. Donc j'ai pas été vraiment dans la boucle au niveau de l'organisation. Là je prends le train en marche. Je vois un peu comment ça se déroule. Donc c'est un gros tournoi, un gros événement pour le club, qui fait partie des gros événements club. On a la chance d'accueillir le Paris Saint-Germain, le Racing Club de Strasbourg. On a l'académie cette année Mohamed VI qui vient du Maroc. Donc ça, c'est une grande nouveauté et on en est très fiers. Et après, on a des clubs d'un peu partout. On a QRM qui est voisin à côté. Donc voilà pour les grosses affiches, quoi. Les gros clubs. Du coup, ça passe sur 2 jours. Ça sera au club, ça se passe ou il y a Non, ce sera au club. Ça sera au club, ouais, d'accord. Ce sera au club. Et tout le monde peut participer à voir, pas à jouer, mais surtout à voir. Il y aura des activités pour les enfants Oui, ce sera un moment convivial. Les jeunes du club sont les bienvenus, etc. Donc ce sera une grande fête. On espère qu'il y aura pas mal de monde aussi. Oui, et en plus, je pense qu'il va faire beau si le temps ne change pas. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas regardé, je sais pas du tout. Tu m'apprends quelque chose, mais non, j'espère qu'il fera beau. Et puis, dans tous les cas, ce sera une grande fête. On va s'adapter, même s'il y a un peu de pluie. Oui. Mais j'espère que non. Et du coup, le vainqueur, qu'est-ce qui gagne à la fin?
Ou c'est juste pour jouer entre clubs, fin de saison, on se détend et on apprend des niveaux un peu plus supérieurs ou un peu moins. Je pense que c'est plus une histoire de fierté. En soi, le trophée, c'est pas non plus le trophée de manière matérielle. Je pense que c'est pas ce qui motive, ce qui motive les jeunes et les clubs qui viennent. C'est surtout la compétitivité du tournoi, le fait qu'on puisse rencontrer des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui viennent de l'extérieur, d'autres régions ou d'autres pays comme l'Académie Mohamed VI. Oui. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qui motive nos équipes à participer au tournoi. Je sais qu'il y a eu des bons échos sur les précédentes éditions. Comme je vous ai dit, moi, je viens d'arriver au club, donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. T'as pris le J'ai pris le train en marche, c'est ça. Mais en tous les cas, c'est beaucoup de travail. Donc là, sur la dernière semaine, tu te doutes bien que ça a plu si on est tous mobilisés pour pouvoir faire en sorte que le tournoi soit une belle réussite. Donc voilà. D'accord. Voilà, du coup, le tournoi, ça commence à quelle heure? Alors, samedi. Pour nous, ça commence tôt parce qu'il faut tout mettre en place. Au niveau des équipes, honnêtement, j'ai pas exactement les horaires, mais je pense que aux alentours de 9h, je pense, 9h, 10h, le début des matchs. J'avoue que j'ai pas la feuille de route de toutes les équipes, donc je me souviens plus. Mais de tête, c'est à peu près dans ces eaux-là. Oui, après, comme les préparations, il y a toujours des petits, des petits dérapages. Et pour le dimanche, la fin, c'est prévu à peu près environ. La finale, elle sera environ vers 16h, il me semble. 16h, d'accord. Ok, bon, on va essayer de supporter... Il faut, on a besoin de monde. On a besoin de monde. Et aussi, le club de Rouen-Sapin, il participe. Il y a plusieurs catégories ou il n'y a que une catégorie des... Non, alors je ne l'ai pas précisé au départ. C'est un tournoi U13. Donc c'est la génération 2013. Tous les joueurs sont nés en 2013 ou peut-être un peu moins, possible, mais en tout cas pas plus. Donc c'est la catégorie U13, simplement U13. Ah d'accord, voilà. C'est des jeunes. Voilà, c'est ça. D'accord. Je te remercie, Bamou. Il n'y a pas de souci. Bon courage pour cet événement à venir ce week-end. Merci et merci de m'avoir invité. Merci JC et merci à notre invité pour nous avoir parlé de ce tournoi qui a l'air vraiment sympathique, ça a l'air super bon enfant. Franchement, ça donne envie de venir. Et puis, on va retrouver Flore pour un autre sujet, là aussi, qui donne envie de venir. On va parler du Refugee Food Festival. Voilà, on vous laisse écouter Flore au micro. J'ai demandé à Rami s'il aime la cuisine française et ce qu'il a appris à cuisiner. J'ai appris par exemple, quelques recettes. J'aime bien. Après, j'essayais de préparer à la maison pour moi. C'est pour, par exemple, quiche Lorraine. Il y a une recette avec beaucoup de fromage. Attention, c'est bien gentil de discuter, mais il n'y a pas quelque chose sur le feu? Le bouillon avec les pois chiches, il est fini. Je vais éteindre le feu et je reviens. D'accord, c'est vous. Merci. Ouais. Elisa et Rami élaborent tout un menu complet iranien composé d'une entrée, de 2 plats dont un végétarien, du dessert et même d'une boisson étonnante dont vous me direz des nouvelles. Et on a demandé à Rami comment s'appelle l'entrée en perse. Ça s'appelle kashke bademjoun. C'est aubergine en France. Aubergine avec produits traditionnels en Iran, avec yaourt fermenté. Comment s'appelle le plat? Il y a 2 plats, un pour végétarien. Il s'appelle oshereshte, pois chiches, haricots rouges, beaucoup les herbes, avec noodles iraniens. Autre plat, c'est fesenjoun, ça s'appelle fesenjoun. Les ingrédients, c'est noix, pâte grenade. Et le dessert? Cholezar, c'est comme pudding. L'eau avec safran. Cardamome avec amande aussi. Et pour la chef rouennaise, la cuisine iranienne est une première. J'ai déjà goûté afghan, libanais, mais jamais iranienne. Et là, j'ai été très surprise, surtout par le dessert, parce que j'ai eu la chance de goûter en avance. Mais le dessert, c'est une sorte de riz au lait, et nous, on a un riz au lait très lourd. Et en fait, là, c'est hyper léger, avec de l'eau de rose aussi dedans. Et en fait, moi, en plus de base, je suis pas très riz au lait. Et là, c'est super léger avec le safran. J'avais goûté en salé, jamais en dessert. Donc, je découvre beaucoup de choses
Des goûts que je connais, mais utilisés d'une façon différente. La grenade dans le ragoût de poulet, par exemple. Pour moi, la grenade, c'est à la limite sur une salade ou en dessert, mais jamais, ou boisson. Mais comme ça, en ragoût de poulet, non, jamais. C'est des goûts très subtils, mais tout bien équilibré. J'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un qui avait fait de la cuisine avant, donc c'est bien maîtrisé. Il ne faut pas oublier l'ADN du Refugee Food, dont l'objectif initial est l'insertion professionnelle. Pour Rami d'ailleurs, c'est l'occasion d'une première expérience professionnelle en France et une rencontre humaine plutôt réussie. La recette a pris, la magie a eu lieu. Le testing s'est bien passé pour nos 2 chefs cuisiniers. On n'a pas de... ça va, on s'est pas battu. Elle est très gentille. Il a pas le choix, je suis à côté. Aujourd'hui, c'est moi le commis. Et c'est lui le chef. C'est moi qui lui dis qu'est-ce que je dois faire. Et c'est Ramin qui me dit tu peux couper ça. Je laisse la place du chef à Ramin et moi je suis le commis. Pour moi, la cuisine, on a toujours appris, c'est du partage. Donc là, c'est juste l'image de ce que j'ai en tête depuis toujours. Voilà, j'apprends par la cuisine. Même si la communication n'est pas toujours facile, c'est facile de communiquer par la cuisine et de faire découvrir aux gens et du coup c'est top quoi. Rendez-vous exceptionnellement le vendredi 19 juin dès 19h, 3 rue Damiette à Rouen, chez Tranché, pour un service spécial et unique. Le chef Rami vous propose un menu 100% iranien sous la bienveillance d'Elisa, chef du restaurant. Et donc c'était Flore pour ce Refugee Food Festival, franchement un moment sympathique et puis l'insertion autour de l'assiette c'est toujours chouette. Ce matin on aura parlé de pas mal de choses et d'ailleurs je pense que l'assiette c'est important aussi pour les sportifs qui étaient autour de la table là. Voilà, on a vraiment voilà, on était HDR le mix des cultures ce matin, c'était le cas. Donc rendez-vous ce samedi 20 juin Square Verdrel en centre-ville de Rouen pour la marche des fiertés. Tout le monde est le bienvenu même si vous n'êtes pas queer les alliés sont bienvenus et on espère. C'est exactement ce que je j'allais dire sur les alliés, n'hésitez pas à y aller parce que la marche des fiertés n'est pas réservée qu'au monde LGBT. Surtout, allez-y, que vous soyez en famille, entre amis, c'est un moment sympa et c'est surtout une ouverture d'esprit, donc n'hésitez pas à vous y rendre. On aura pas mal d'assauts en plus, voilà, un drag show, des concerts, donc c'est l'occasion de mettre un pied dans cette culture-là, de s'informer. Et puis donc, voilà, des événements sportifs aussi, aller soutenir les jeunes, c'est important sur les Hauts-de-Rouen. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes amateur de basket, vous pourrez aussi vous faire un peu kiffer si vous décidez d'aller voir ce qui se fait au niveau du club. Rendez-vous demain pour la matinale de HDR et Principe Actif, le pire reste à venir. Et puis quant à nous, on va vous souhaiter une très très belle matinée sur HDR. N'hésitez pas à retrouver tous les invités et les clubs de sport dont on a parlé sur leurs réseaux sociaux. C'est ça aussi qui est sympathique aujourd'hui, c'est qu'on peut pas dire qu'on n'avait pas les infos. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Ciao, au revoir. Il est 9h. 9h.